Alors, nous allons parler un peu du Congo. Vous savez que ce qui s'est passé au Congo avec la dernière élection de Denis Sassou Nguesso, qui reste aujourd'hui un des doyens des présidents africains, qui résiste encore à l'avènement de l'ère démocratique dans son pays. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec bienvenue Mabel Meno, ça, non? C'est bien cela, oui. Alors, très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir et nous faire le point sur la situation de votre pays? Écoutez, d'abord, merci beaucoup à mon très cher Papalé Nyang, pour les Congolais qui ne connaissent peut-être pas. Et la situation du Congo, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est une situation qui est totalement bloquée du fait d'un homme, je dirais même d'un vieil homme, parce que quand vous avez plus de 70 ans quand même, vous êtes censé incarner la sagesse, vous voyez. Donc nous avons face à nous un homme de plus de 70 ans, comme je viens de vous le dire, qui refuse d'accepter justement l'avènement de la démocratie, alors qu'il s'est toujours vanté partout que c'est lui qui avait favorisé en 1991 la tenue de la conférence nationale, qui est donc ce qui nous a emmené à cette démocratie au Congo. Bon, nous sommes là, on est bloqués, parce que comme on l'a dit, Sassou c'est bien, mais c'est aussi tout un système. Vous voyez, il y a un système qui a été mis en place qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas, si vous voulez, quitter les avantages, les avantages financiers et autres. Donc voilà, nous sommes victimes de cela. Alors, en étant victime de cela, on a comme l'impression également que c'est un élément de la France-Afrique. Parce qu'on n'a pas vu les puissances étrangères, par exemple, lever le ton pour exiger l'érection d'une véritable démocratie dans votre pays. Ça vous désole? Bon, déjà, ce n'est pas une surprise. Quand vous êtes africain, vous savez très bien. De votre côté, là-bas, l'Afrique de l'Ouest, ça marche beaucoup mieux parce que, en fait, il y a moins d'intérêt économique. Donc, du coup, les Français, puisqu'il s'agit de la France, ils sont un peu moins exigeants. Mais quand il s'agit de pays comme le Congo, notre pays, le Congo démocratique à côté, ou même le Gabon, en tout cas les pays qui regorgent beaucoup de ressources minières et autres, des ressources naturelles en tout cas, le problème se pose autrement. Donc du coup, nous avons eu affaire à un monsieur François Hollande, qui nous a laissé quand même espérer pendant longtemps qu'avec lui, les choses pouvaient changer. Mais finalement, les pressions, ou disons la réelle politique, comme ils appellent ça, a fini par l'emporter. Donc ça nous désole, oui, mais en même temps, je me dis que c'est peut-être à nous-mêmes, Congolais, de prendre conscience et de faire en sorte que les choses changent dans notre pays. Parce en faisant quoi concrètement? Justement, en acceptant de se sacrifier, parce que la vérité c'est ça, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet et tout, il est difficile pour la France de soutenir l'insoutenable au bout d'un moment. C'est-à-dire que si demain les Congolais prenaient le risque d'aller à l'affrontement pacifique, parce que nous, ça sera avec les mains nues, les mains levées, et que Sassou se mettait à massacrer à grande échelle, il sera difficile que l'opinion internationale laisse Hollande soutenir Sassou dans ces conditions-là. Donc je me dis, aujourd'hui, c'est peut-être la seule issue pour nous, Congolais, c'est d'accepter de se sacrifier. Mais est-ce que l'opposition est prête pour ce combat? J'ai comme l'impression que l'opposition a été mise devant le fait accompli lors de la dernière présidentielle. Non, pas du tout. Parce que, évidemment, si vous voulez, il y a plusieurs oppositions chez nous. Il y a des gens qui considèrent que, ne faut pas aller aux élections parce que, c'est déjà pipé d'avance. D'accord, mais en ce moment-là, le problème, c'est que quand ils le disent, mais après, il n'y a pas d'action, c'est-à-dire que vous dites, on n'y va pas, donc c'est la politique de la chaise vide, comme on dit, et ça profite à qui? À Sassou, parce que lui, une fois, il dit, comme pour le référendum, il dit, j'ai gagné, bien que les gens ne se soient pas déplacés pour aller voter. Donc là, cette fois-ci, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas jouer cette stratégie-là qui consistait à laisser Sassou seul et libre. Donc là, les gens sont allés effectivement en élection, et c'est ce qui aujourd'hui a fait que dans le monde entier, on a pu mettre à nu les tricheries de Sassou, le système. Tout le monde sait que Sassou aujourd'hui, c'est un président illégitime. Pour nous, nous ne le reconnaissons pas déjà en tant que président. Parce qu'il a eu 8% du suffrage. Et des gens qui devaient aller au deuxième tour, il a empêché la tenue du deuxième tour. Donc pour nous, aujourd'hui, nous avons réussi au moins une chose, c'est de prouver à la face du monde que M. Sassou Nguesso n'est pas un démocrate, il n'a jamais gagné l'élection. Et puis aujourd'hui la preuve est faite. Grâce à cette élection, parce que nous avons accepté d'y aller. Mais quelle sera la suite maintenant? La suite, c'est ce que je viens de vous dire. D'abord là, je vais vous dire une chose, le Congo, vous le savez, est dans une situation économique très très grave, très très difficile.
qui fait que M. Sassou Nguesso est coincé. Parce que jusqu'à présent, l'arme de Sassou, c'était la corruption. Il utilisait l'argent volé, pour corrompre les uns les autres, tout. Donc du coup, les gens le laissaient faire. Bon, mais cette fois-ci, l'arme qu'il possédait, donc l'arme de la corruption, il aura du mal à l'utiliser parce qu'il n'y a plus d'argent dans le pays. Donc là, il fait recours maintenant au FMI, ce qui fait que maintenant, il y a des leviers que les gens pourront actionner pour mettre Sassou en difficulté. Parce que comme il a besoin de l'aide financière disons que c'est les Nations Unies, c'est le système, les Américains et autres, qui manœuvrent un peu derrière toutes ces choses-là, le FMI, la Banque mondiale, la CPI, enfin, comme vous le savez, ce sont des instruments utilisés par l'Occident quand ils veulent faire pression sur un pouvoir ou sur quelqu'un. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, ça soit coincé par rapport à cela. Et nous-mêmes au Congo, nous savons qu'il y a des difficultés financières. Donc, parce qu'il faut que je vous dise une chose, mon cher Papalé. Au Congo, nous avons encore une difficulté primaire qui consiste à dire, bon voilà, il y a un Congo Nord et un Congo Sud. Il y a une division du Congo comme ça en deux. Il y a encore le problème ethnique qui est vraiment un problème difficile chez nous. Et jusqu'à présent, ça soit à profiter de ça. Donc chaque fois que une partie du Congo, notamment la partie sud, se mettait dans la rue, manifestait, la partie nord avait tendance à ne pas bouger. Bon, donc du coup, Sassou, il s'appuyait pour dire voilà, c'est encore le sud, c'est encore le sud, et il réussissait à mater, et puis après, bon, tout s'arrêtait. Et avec la crise, comme je viens de vous le dire, il sera difficile pour Sassou de canaliser même la colère de ses propres partisans, les gens du Nord. Donc cette fois-ci, nous pensons que la crise peut être un déclencheur important pour le départ de Sassou Nguesso, parce que les Congolais du nord au sud, cette fois-là, pourront se mettre d'accord pour dire il y avait beaucoup d'argent dans le pays, le pétrole a été à un moment à 150 $ le baril, nous sommes un petit pays de 3,5 millions d'habitants, bon, on a rendu à 4 millions, avec toutes ces ressources-là, et en plus on nous parlait d'une réserve financière que le Congo aurait mis de côté pour des générations futures, pour des moments difficiles. Bon, là, comment ça fait que très rapidement, comme ça, à cause d'une chute qui vient à peine de commencer, des barils de pétrole, que le pays rentre dans une crise. Donc ça va faire que, même du nord comme au sud, l'opinion ne pourra pas suivre Sassou. Donc nous pensons que c'est un élément qui pourrait jouer pour que cette fois-ci la révolte soit généralisée dans le pays. Comment va le général? Écoutez, le général... Il est pratiquement résident surveillé, pratiquement. Non, mais pas pratiquement, il est réellement, oui. Il est réellement résident surveillé. Et d'ailleurs, je vais créer les conditions pour que vous puissiez parler avec lui-même directement. Parce que je pense que votre voix est une voix importante, qui compte au niveau de l'Afrique. Vous êtes un grand journaliste africain, connu du monde entier d'ailleurs. Et donc voilà, comme nous l'avons fait pour des amis du monde, nous l'avons fait pour des amis de Mediapart, quand il faut, parce qu'aujourd'hui, le général, le seul moyen, c'est d'utiliser justement les amis des médias pour pouvoir exprimer sa pensée, parce qu'il est en résidence, il vit en reclusion forcée depuis le 4 avril dernier, donc vous voyez, ça va faire un mois aujourd'hui. Et voilà, mais sinon il va bien, c'est un homme qui a un moral d'acier, et surtout il sait qu'aujourd'hui, le destin du Congo est complètement ancré en lui, donc ce n'est plus... Aujourd'hui, ce n'est plus M. Mokoko en tant que tel, c'est devenu M. Mokoko qui est lié au destin du Congo. Donc il accepte toutes ces privations, il accepte toutes ces humiliations même, parce qu'il estime qu'un grand homme doit parfois passer par des grandes épreuves pour arriver à libérer un pays. Il sera difficile d'être dans cette situation et de pouvoir mener un combat politique. Ah non, il ne faut pas croire que la preuve, toi et moi, vous et moi, nous sommes là, nous en parlons. Le général Mokoko est certes en reclusion, mais le général Mokoko a tissé une toile à l'international. Vous le savez, moi je vous dis, vous le savez très bien. Notre cher illustre Mandela, il était en prison. Mais est-ce pour autant que le combat de Mandela n'a pas fini par porter? Vous voyez, donc là, aujourd'hui, M. Mokoko est exactement de la même situation que M. Mandela. Il est privé de sa liberté, il est privé de mouvement, mais la dynamique est telle que son emprisonnement ou sa reclusion ne va rien changer à la dynamique qui est enclenchée. Donc nous allons arriver au résultat, ça je suis persuadé. Très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur Bienvenu, pour vous dire que nous allons suivre la situation aussi au Congo, parce que je pense que l'ère des présidents à vie est révolue en Afrique et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle mentalité d'une jeunesse africaine qui aspire à plus de démocratie, plus de respect des droits de l'homme, et c'est pour cela que nous prêtons une oreille attentive à ce qui se passe au Congo et nous allons en parler et surveiller de très près les évolutions. Permettez-moi de dire un dernier petit mot, juste un tout petit détail. Je voudrais lancer un petit message, enfin envoyer un petit message amical à notre cher ami et président du Sénégal, M. Macky Sall, qui est pour nous, jeunesse africaine, un symbole du refus justement des pouvoirs à vie, parce que Ouad, ayant
tenté de vouloir faire ce que Sassou fait aujourd'hui, mais le peuple sénégalais a refusé. Et par ce refus, il a porté M. Macky Sall au pouvoir. Donc nous aurions aimé que M. Macky Sall vraiment comprenne bien que lui, il est aujourd'hui le symbole du refus de la dynastie en Afrique, de pouvoir dynastique en Afrique, mais aussi le refus de ces gens d'un certain âge qui pensent que sans eux, rien ne va bouger, le pays c'est eux, et ce qu'a voulu faire Wade, et que fait Sassou aujourd'hui. Et nous sommes un peu déçus de voir que souvent Macky Sall apporte sa caution chaque fois que Sassou veut se mettre en avant. Voilà. Et ça serait quand même dommage que M. Macky Sall persiste dans cette voie-là. Très bien. Voilà. Je pense que ce message sera entendu par le président de la République. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Et que nous allons suivre de très près ce qui se passe au Congo. Merci.